Pépite ou Pépin, c'est le podcast sans langue de bois et sans tabou autour de l'investissement immobilier et de l'entrepreneuriat, mais pas que. Vous avez toujours eu envie de connaître le secret des personnes qui ont trouvé la bonne idée, le bon business ou le super investissement immo qui a changé leur vie? Comment faire pour vous en inspirer et atteindre vos objectifs, qu'ils soient financiers, immo, business ou perso? Nous, c'est Valérie et Sophie, sœurs investisseuses et coach en immo, et on vous dévoile en toute transparence les coulisses des projets hors du commun faits par des personnes comme vous et nous. S'ils ont pu le faire, alors vous aussi. Bonne écoute! Hello Ellie, merci de nous retrouver pour ce podcast et de venir nous partager ton expérience aujourd'hui. Yes, on est merci de hyper m'accueillir. contente de t'avoir. Bon, bah, très chouette. Merci de m'accueillir. C'est un honneur. Du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous parler de toi, nous expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu t'es intéressée à l'immobilier? Ok. Alors, je m'appelle Ellie, j'habite dans le 82, dans le nord de Toulouse, et je suis chef de projet pour une multinationale. Et en parallèle, je travaille avec la merveilleuse équipe des Sibling Sisters. Voilà. Et donc, voilà. Et concernant l'immobilier, ça a toujours été un objectif me concernant parce que voilà, j'ai un rêve, c'est de devenir libre financièrement. Et donc, le moyen le plus sûr d'y arriver, du coup, j'ai testé plusieurs choses. On pourra l'évoquer plus tard, mais j'ai testé plusieurs choses. Mais le moyen le plus sûr d'y arriver, je pense que c'est par l'immobilier. Voilà. Qu'est-ce que t'as essayé en amont? Ça m'intéresse. J'ai testé plein de choses. Alors, j'ai commencé, depuis tout petit, j'ai un esprit entrepreneurial. Ça a commencé au collège où j'ai commencé à revendre des croissants. Donc, à côté du collège, il y avait c'est vrai. Alors, à côté du collège, il y avait un marché où des boulangers vendaient des 10 croissants à 2 euros. Et donc ça faisait 20 centimes le croissant, et donc moi je le revendais pendant la pause récréation à 50 centimes, donc je me faisais un peu de bénéfice. Donc voilà, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, ça a commencé comme ça, et voilà, et au fur et à mesure j'ai testé plusieurs choses. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai tenté de faire aussi un site de rencontre, non pas pour trouver l'amour, mais pour trouver des partenaires pour faire du sport. Ça n'a pas Oh, fonctionné. intéressant. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai vendu des livres aussi sur Amazon. Voilà, Ouais. donc si vous tapez mon nom sur Amazon, vous pouvez trouver un livre que je mets en vente. Et Que t'as écrit voilà. toi ou que tu J'ai écrit revends? moi-même, ouais. J'ai écrit moi-même mais et génial. que je revends aussi sur la plateforme Amazon. Et après voilà, Que tu vends encore aujourd'hui? Ouais, il est encore disponible à l'heure actuelle. Et après, Faut j'ai aller aussi fouiller. d'autres livres. J'ai d'autres livres que j'ai fait faire écrire en anglais pour le marché américain. Voilà. Ok. Voilà. Donc Mais voilà, donc j'ai testé génial. plusieurs choses et voilà, maintenant je me concentre. Ah oui, qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, je me suis aussi lancé dans le streaming aussi sur Twitch où voilà, je faisais des lives dans lesquels je parlais d'immobilier notamment, l'immobilier de luxe. Ok. Et voilà, ça j'ai fait pendant 5-6 mois et après suite à des raisons personnelles, j'ai décidé d'arrêter. Voilà. Ok. Ouais, Donc donc toujours cette démarche quand même d'essayer plein de choses, de tester, Ouais. de voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne un peu moins bien. Et tu dirais que c'est quelque chose, parce que tu nous dis que tu as commencé jeune avec les croissants au collège, mais tu dirais que ça te vient d'où? Enfin, ça a toujours été c'est inné, c'est parce qu'autour de toi, t'as les entrepreneurs, pas du tout. Enfin, comment Ouais, c'était venu tout ça? deux choses. Il y a deux choses principalement. Le premier, c'est j'avais des grands-parents qui étaient entrepreneurs, qui étaient loueurs de vaisselle à Madagascar. Ils ont fait ça toute leur vie, donc du coup, ils m'ont aussi peut-être transmis cette fibre-là. Et le deuxième, c'est la peur. Donc c'est la peur qui m'a guidé, qui me pousse à avancer, et notamment le regret. Donc mon plus grand regret, ma plus grande peur, c'est de me réveiller à 60 ans et de me dire ok, j'ai pas fait ce qu'il fallait pour atteindre la vie que je voulais. Donc c'est cette peur-là qui me guide un peu aussi au quotidien. Et c'est pour ça que je me suis décidé j'ai décidé de me bouger dès ma plus tendre enfance pour arriver à atteindre mes objectifs. Génial. Et du coup, pourquoi comment déjà cette bascule dans l'immobilier? Comment t'es tombée là-dessus? Comment tu t'es dit, ok, je pense Ça que peut être l'investissement un moyen. immobilier, c'est un bon moyen d'arriver à ta vie idéale.
Ouais, bah, en fait, je me suis renseigné, hein, par rapport à pour atteindre ces objectifs. Enfin, je me suis renseigné, sur internet, notamment notamment sur les moyens qui pourraient m'amener à atteindre cet objectif-là. Donc il y avait la bourse, il y avait, l'entrepreneuriat, il y avait l'immobilier et j'avais tous testé. J'avais testé, la bourse, donc j'ai investi aussi en bourse. J'ai testé aussi, la vente des livres et j'avais jamais encore essayé l'immobilier. Donc je me suis dit: pourquoi pas tenter l'immobilier et faire tout en même temps puisque du coup, je suis encore jeune, j'ai un peu d'épargne. Donc je me suis dit: «Bon, let's go, on va tenter et on va tenter l'immobilier». Ok. Tu dirais que c'était à quel moment, c'était à combien de temps à peu près que tu t'as commencé à te concentrer sur l'IMO? À fond 2021. Ok. Alors c'était pas pendant le covid, mais ça m'a toujours, intéressé, mais j'avais un blocage dans ma tête qui m'empêchait d'investir. C'est que j'habitais à Paris et Mhm. investir à Paris, bah, c'est compliqué quand on n'a pas un énorme salaire et donc en plus, voilà, j'étais tout seul donc investir à Paris, ça me voilà, ça me paraissait improbable. Donc bah, du coup, j'ai vraiment mis l'immobilier de côté. Ok. Ok. Et Ouais. comment est-ce que tu es revenu du coup vers l'immobilier? À quel moment? Bah, c'est, tout simplement lorsque j'ai appris qu'on pouvait investir à plusieurs, au niveau de l'immobilier et on a décidé enfin, j'ai décidé d'investir avec mes parents et ma grande sœur, dans le sud de la France. Voilà. Donc c'est comme ça que je suis vraiment rentré dans l'immobilier. Et donc, du coup, à ce moment-là, ta situation, c'était quoi? Donc, tu étais en CDI à Paris et tu Ouais. as choisi d'investir avec eux c'est autour de Toulouse, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'étais en CDI à Paris, bah, on savait qu'on allait pas ma sœur aussi habite à Paris, mais mes parents habitent Mhm. proche de Toulouse, donc on a décidé en fait d'investir proche de chez eux, puisque comme ils sont à la retraite, ils pouvaient gérer un peu le chantier, très facilement et les prix de l'immobilier sont vraiment moins chers, dans le sud-ouest de la France. Donc bah, on a décidé de se lancer à 4, dans ce projet fou. Et du coup, qu'est-ce que c'est toi qui as dû convaincre la famille parce que t'étais le premier de la famille à t'intéresser à Pas l'immobilier? du tout, pas du tout. C'est mon père qui a lancé le projet, parce Ok. que lui aussi, il a toujours voulu faire quelque chose en famille, que ce soit de l'immobilier ou autre, hein. Lui pareil, il avait des projets d'élevage de crevettes ici à Madagascar. On est une famille avec beaucoup d'idées, et du coup, on s'est lancé sur l'immobilier, et il m'a parlé d'un potentiel projet, qu'il avait en tête. Et avec ma sœur, on s'est dit: «Bon, bah, pourquoi pas, on va le suivre et par la même occasion, on va lui faire plaisir aussi». Ok. Et c'était donc explique-nous ce projet fou. Alors, Qu'est-ce que c'est ouais, exactement? ce projet fou, en fait, dans le sud-ouest de la France, il y a pas beaucoup d'énormes villes, mais c'est plutôt des petites villes, résidentielles. Donc on s'est dit qu'on allait construire des maisons, et notamment 2. On avait même le projet d'en construire 3, mais du coup, ça dépendait de la faisabilité du projet. C'était de construire au minimum 2 maisons sur un même terrain. Voilà. Donc voilà, donc construire 2 maisons sur un même terrain et comme mes parents sont à la retraite, on voulait faire en sorte qu'ils puissent avoir une belle retraite. Donc l'objectif, c'était, essayer de revendre en fait ces 2 maisons pour qu'ils aient un matelas pour passer leur retraite paisiblement. Ok. Donc achat-revente, enfin construction du coup et Ouais, revente de deux maisons sur un même terrain. Donc c'est comment ça. vous y êtes pris pour trouver le terrain, pour trouver le constructeur, pour organiser tout ce projet? C'est une très, très longue histoire. Je vais essayer de la résumer très rapidement. Mais, tout ce qui était recherche de terrain, recherche de constructeur, bah, comme, du coup, bah, ça se fait généralement sur internet, bah, c'est moi qui ai récupéré cette tâche-là. Tout ce qui est, travaux, bah, suivi des travaux, bah, c'est mon père vu il était sur place. Ma sœur, elle a pas trop géré le projet, je dis ça, j'ai rien, mais ouais, voilà. Mais, mais voilà, c'est principalement moi qui ai bah, j'ai trouvé le terrain, j'ai trouvé le constructeur. Bah, j'ai souscrit en fait pour le constructeur, j'ai souscrit à une formation, immobilière et on avait un canal sur Facebook, un groupe Facebook sur lequel, voilà, on pouvait échanger et j'ai repéré quelqu'un qui habitait dans le même secteur que moi et je lui ai demandé une recommandation par rapport à son constructeur. Il m'a recommandé son constructeur et on est parti sur celui-ci.
On a eu quelques Avec qui problèmes ça avec ce s'est pas constructeur. bien passé. Avec qui, voilà, ça s'est pas très bien passé, donc à cause de la montée des prix des matériaux. Les Donc, matériaux. on a dû faire sans ce constructeur et j'ai trouvé un autre constructeur qui a pu construire mes maisons. Mais donc tout Voilà. ça en étant à distance du coup? Tu as pu Tout gérer ça en tout étant à ça en étant distance, sur Paris? c'est ça. La maison, le Et constructeur, on a tout trouvé à distance et bon, du coup, ça s'est pas fait en quelques semaines, hein. Il y a entre le moment où on a commencé le projet et le début des travaux, il y a eu 2 ans, hein. Donc c'est pas un projet Ouais. à ah court terme, hein. oui, C'est un projet à long terme qui a pris énormément de temps. Et entre-temps, Ouais. ok. je l'évoquerai après, mais j'ai réussi à déménager, mais ouais, on en parlera après. Ouais. Ouais. Et du coup, pourquoi tu dirais que ça a pris autant de temps? C'est parce qu'il fallait le temps que vous puissiez acquérir des compétences, fallait le temps de trouver les bonnes personnes, ou c'était les démarches aussi administratives peut-être qui étaient Ouais. longues et lourdes? C'est quoi qui a pris autant de temps, Mm. tu penses? Ce qui a pris beaucoup de temps, c'est principalement le fait de trouver le terrain, puisque c'est pas facile. Il y a pas beaucoup de sur notre secteur, pardon, il y a pas beaucoup de terrain disponible. Et après, voilà, c'est toute la démarche administrative de trouver un constructeur, de faire les devis, de faire venir aussi, par exemple, ce qui nous a fait vraiment perdre du temps, c'est une fois qu'on avait trouvé le terrain et que tout était signé, c'était de faire venir Enedis et et Veolia pour mettre en fait, pour viabiliser le terrain en électricité et en eau. Et donc ça a pris facile 5-6 mois juste pour ces deux fournisseurs-là. Donc beaucoup de frustration, mais voilà, chaque chose en son temps, comme on dit. Et là, du coup, ça en est où? C'est un projet qui sort de terre, enfin, que vous allez pouvoir, du coup, revendre à quel moment, tu penses? Alors pour le moment, c'est encore en cours de construction, donc ça a bien avancé. Là, on a posé la chape, donc là les artisans vont poser le carrelage et l'électricité est faite, donc là on n'a plus qu'à faire la peinture, décorer, meubler et après alors on va d'abord mettre en location d'abord. On va mettre en location ces deux maisons, puisque du coup on arrive à dégager un peu de cash flow avec cette opération. Et on va d'abord mettre en location et après, quand on sera prêt, on va les vendre. On va attendre que les prix Ok. des maisons augmentent un peu pour avoir une belle plus-value et dès que ça nous conviendra, on mettra les deux maisons en vente. Ok. OK. Et c'est un projet qui a représenté, quoi en termes de budget? Enfin, déjà, vous avez créé une SCI pour, faire, Ouais, ça tous ensemble? Ouais et après forcément, ça ouais. mmh Dis-nous un petit peu en Forcément, oui, on termes a dû de créer budget. ouais, c'est ça. On a créé une SCI pour pouvoir monter ce projet-là. En termes de chiffres, le terrain, on l'a acheté 70 000 €. Et alors en termes de financement, on en a pour à peu près 350 000 €. Voilà. OK. 350 000 € et chaque maison, on peut le revendre 240 000 €. Voilà, donc je vous laisse faire le calcul, Ah oui, c'est pas mais mal. ouais, on est presque à 100 000 € de plus-value à l'heure actuelle. Bon, bah, peut-être un peu moins. C'est pour ça qu'on attend vraiment on attend vraiment avant de vendre, de pouvoir vendre pour faire grossir encore plus cette plus-value. Parce que voilà, il y Ouais. a l'impôt sur la plus-value qui vient nous rattraper aussi derrière. Donc voilà, il faut qu'il y ait assez, pour pouvoir vendre Ouais. en termes de plus-value. Ouais. Et après, au niveau de la banque, justement, comment ça s'est passé? Parce que, donc, toi et ta sœur, vous étiez tous les deux en CDI, tes parents Ouais. étaient déjà à la retraite. Donc, comment est-ce que la banque a analysé votre profil? Est-ce qu'ils ont regardé le pourcentage que vous déteniez chacun dans la SCI? Est-ce qu'ils ont regardé vos revenus? C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au niveau de la SCI, on n'a pas réparti les parts de façon égale. J'ai pris 40%, ma sœur a pris 40%, mon père a pris 10%, ma mère a pris 10%, ce qui fait 100 normalement. Et donc voilà, c'est comme ça que la banque, c'est comme ça que la banque c'est en fonction de ce pourcentage-là que la banque a pris en compte nos revenus pour pouvoir faire ce type de projet-là. Ok. OK. Et vous avez dû mettre un peu d'apport sur, ce projet? Ils vous ont demandé de l'apport ou pas? Ouais, on a mis de l'apport, on a mis entre 20 et 30 000 € d'apport. OK. Voilà, donc l'apport provenait de mon côté, du côté de ma sœur et de mes parents, donc voilà. Et même un Mhm. peu du côté de mon frère qui ne fait pas partie du projet, mais qui aussi a mis un peu d'argent dedans. Donc voilà, OK. on a réussi à constituer à temps un bel apport pour pouvoir faire cette opération. Ouais. Oui et puis après le fait de diviser du coup cet apport-là par plusieurs personnes, C'est pour beaucoup. lever quand même une belle somme et créer 2 Mm. maisons, c'est enfin c'est Ouais. canon quoi. C'est Ouais. canon. Ouais.
C'est un Ça t'a projet qui, ouais. rassuré, tu penses, de faire ce projet justement en famille? Non, parce que j'avais pas de peur concernant l'immobilier parce que bah, je vous ai expliqué mon parcours. J'ai subi beaucoup d'échecs, donc l'échec ne me fait plus peur, hein. Je sais que ça fait partie intégrante du processus et du parcours. Donc j'avais pas de peur concernant l'immobilier. Je sais que ça va fonctionner. Donc au pire, si ça fonctionne pas, on revend. Et même la revente, c'est le projet A, donc le projet numéro un. Donc non, Ouais. concernant cette partie-là, j'ai pas de crainte particulière. Ok, Ouais, excellent. Et comment est-ce que tu as fait du coup, parce que tu t'es pas arrêté là, tu as fait un ouais, deuxième projet qui est en deuxième cours du projet, ouais. coup actuellement. Ouais. Euh, Comment est-ce que tu as décidé enfin du coup de faire un deuxième projet, d'enchaîner c'était quoi ta Ouais. démarche, ta stratégie justement avec ce deuxième projet? Bah, en fait, le premier projet immobilier, bah, je savais que j'allais pas toucher de l'argent puisque, enfin, au niveau de la location, puisque c'est une SCI à l'IS, donc on n'allait pas avoir de revenus tous les mois concernant ce projet-là. Donc je savais que ce projet n'allait pas m'aider à atteindre mon objectif d'indépendance financière. Donc très vite, très vite dans mon esprit, je savais que j'allais enchaîner avec un projet individuel où que j'allais faire tout seul, pardon. Et donc voilà, donc je me suis dit que voilà, avec les compétences que j'ai acquises euh, avec ce premier projet, j'allais me lancer pour un second projet. Voilà. Voilà. Et après, Et bon bah c'était... voilà, ouais, Ouais, vas-y, non, c'était vas-y. question. Non, Non, mais ouais. je savais qu'avec cette première formation, j'avais pas les outils nécessaires pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc voilà, j'ai commencé à regarder un peu sur Instagram les différents comptes qui pourraient m'intéresser pour avoir du contenu sur l'immobilier. Et je suis tombé sur un réel concernant le Pipi tout Pépin que vous avez réalisé. Et à partir de ce moment-là, bah, j'ai commencé à vous suivre. Ah, génial. Parce que du coup, Voilà. tu disais que tu avais déjà fait, donc tu étais déjà en cours en fait de faire un Mm. projet en famille, tu avais déjà suivi une formation qui t'aidait un petit peu plus sur la partie terrain. Ouais. Qu'est-ce qui te manquait, enfin, qu'est-ce qui fait du coup que tu as cherché d'autres personnes pour t'accompagner dans le projet? Est-ce que tu manquais de connaissances, tu avais besoin quand même d'être accompagné? C'était quoi ta démarche? Bah, en fait, quand je me suis dit, quand je me suis donné pour objectif d'investir tout seul, j'étais encore à Paris. Donc, Mhm. quand j'étais encore à Paris, bah, j'avais toujours ce blocage dans ma tête qui m'empêchait de pouvoir investir. Et je suis tombé sur un post, un post que vous avez réalisé. Alors, je sais plus exactement ce qu'il disait, mais qui disait effectivement que même tout seul, on peut investir en immobilier et que voilà, il y a des façons, il y a certaines façons de faire. Forcément, ces informations, je les ai pas trouvées sur Internet. Donc voilà, j'ai commencé à creuser sur votre Instagram et au fur et à mesure, j'ai vu que vous proposiez beaucoup d'informations à forte valeur ajoutée. Donc je me suis dit, ok, je vais les écouter encore plus et c'est comme ça que j'ai commencé à vous faire confiance, quoi. Voilà. Et du coup, donc, tu as rejoint l'accompagnement, c'était en janvier 2021, si je dis pas de bêtises. C'était en mars Mars. 2022. Ouais. En Mars mars 2000, ouais, en mars 2022. 2022. Ouais, ouais, c'était 2022? Ouais. ouais, mars 2022. Bah oui, c'était il y C'était Mais il y a. a oui, pas pourquoi si je dis longtemps, c'était il y 21? a un an. 21, on faisait même pas encore d'accompagnement. Ouais, C'est c'était ça, ça. C'était il c'est y ça, a c'est un an ça. et demi. Un an et demi. C'était il y a un an et demi. Ok. Et donc j'étais encore à Paris à ce moment-là, mais en fait quand j'ai commencé cet accompagnement, je savais que et j'étais dans les démarches pour pouvoir déménager dans le sud de la France. Mhm. Donc on peut aussi en parler. Je savais que le salut viendrait par par un déménagement. Donc pour avoir 25 ans, bah il faut être très proche de là où on investit. Donc je savais qu'il fallait que je déménage. Donc j'ai fait une demande de mutation auprès de mon entreprise et elle a été acceptée elle a été acceptée au bout de un an et demi. Donc ça a tardé un peu, mais j'ai finalement réussi pardon à déménager dans le sud de la France. Ouais. Mais du coup, donc, t'as pas attendu ta mutation pour commencer à investir, donc tu as commencé à Non, chercher un petit peu. Donc, au début, qu'est-ce que tu cherchais comme type de projet et comment est-ce que tu t'y es pris parce que tu gérais du coup pas mal de choses aussi à distance. ouais. Donc, ton objectif premier avec ce deuxième investissement, du coup, c'était quoi exactement?
Ouais, mon premier objectif, c'était d'acheter un immeuble de rapport, parce que je savais que c'était le projet qui pouvait me permettre d'accélérer et faire gagner du temps par rapport à mes objectifs. Donc, je savais très rapidement que c'était la solution et le type de bien que je recherchais. Après, voilà, en fonction de la localisation, bah, ça pouvait être plus ou moins compliqué. Forcément, si je recherchais un immeuble à Paris, bon, bah, il fallait compter plusieurs millions d'euros. Là, je savais que dans le sud de la France, je pouvais en avoir à partir de 100 000 euros. Donc, 100 000 euros, ça rentrait dans mon budget. Donc, c'est pour ça que voilà, je partais sur l'immeuble de rapport. Et du coup, ce projet, il a switché parce que tu as déménagé et que tu t'es dit, je Ouais, peux le coupler un petit peu avec ma résidence principale. c'est ça. Et du coup, explique-nous un peu plus ce projet-là, finalement, qu'est-ce que ça va être? Alors ce projet, alors du coup, de par mes recherches, alors si je peux donner aussi des petites astuces, aux personnes qui écoutent ce podcast, j'ai fait un comparatif entre, les recherches d'immeubles de rapport et des maisons à diviser et je me suis aperçu que les maisons à diviser étaient beaucoup moins chères que les immeubles de rapport. Donc je suis parti à la recherche de maisons à diviser, et donc voilà, je recherchais, mes critères de recherche étaient simples, hein. Je recherchais une maison à diviser pour moins de 200 000 euros, qui pouvait accueillir au minimum 2 ou 3 appartements et dans le but, voilà, de faire du house hacking, c'est-à-dire, d'habiter, dans la maison pour avoir les 25 ans de financement et en profiter pour, louer les autres appartements. Donc voilà, ça c'était l'objectif premier. Mhm. Et bah, voilà, j'ai regardé les localisations qui me permettaient de pouvoir, faire ce type d'opération et là, j'ai vraiment galéré puisque, au départ, bah, quand on se lance dans l'immobilier, bah, on n'a pas le process, on n'a pas les outils pour pouvoir bien faire les choses. Donc, je me suis, très, très vite éparpillé, sur, une quinzaine de localisations et au fur et à mesure, bah, du coup, j'ai réussi à me canaliser et à processiser de mieux en mieux mes recherches et finalement je suis tombé sur une localisation et ensuite sur un bien qui pouvait accueillir ce type de projet. Parce que du coup, tu avais la particularité quand même de chercher donc une localisation, enfin, tu avais pas un périmètre précis parce que Non. justement, tu t'es éparpillé sur 15 endroits, mais tu avais quand même un Mmh. secteur à respecter et tu avais Ouais. ce truc de il faut que ce soit rentable parce que c'est pour du locatif, mais il faut aussi que ce soit intéressant pour moi parce que c'est ma RP. Donc, tu avais quand même pas mal de contraintes aussi Oui. quand tu cherchais tout ça. Est-ce que tu penses que ça a un peu limité tes recherches ou est-ce que justement le fait de te dire déjà d'entrée de jeu il faut que j'ai ça, tel critère, tel critère, tel critère, ça t'a plutôt aidé? Bonne question. Un peu des 2 parce que, c'est vrai que, bah, plus on a de critères, plus c'est dur de trouver, sa pépite. Mais après aussi ça m'a aidé à me focaliser sur un type de bien et à trouver l'annonce idéale qui répondait à tous ces critères-là. Donc je dirais un peu des 2, mais ça m'a quand même aidé parce que, bah, une fois qu'on se met une limite de prix, bah, ça filtre beaucoup d'annonces, quoi. Donc Mmh. ça m'a plutôt aidé. Ça m'a plutôt aidé. Et du coup, en termes de financement sur ce projet-là, parce que bah, c'est une maison que toi, tu vas diviser, Oui, elle était pas divisée avant, donc ça tout a à fait. entraîné quand même des travaux. Donc, est-ce que tu peux Oui. nous expliquer aussi en termes de budget, de chiffrage, comment ça s'est passé sur Ouais. ce projet? Alors pour répondre aussi, à ta question et à celle juste, auparavant, mon critère, c'était de rechercher une ville, à partir de 10 000 habitants, parce que je sais qu'à partir de 10 Mmh. 000 habitants, il peut y avoir de la demande locative. Donc ça aussi, c'est un critère très, très important. Donc je visais les villes entre, 10 000 et 50 000 habitants. Et donc, Mmh. bah, j'ai trouvé une ville ouais, une ville à peu près à 14 000 habitants et j'ai trouvé une maison de ville qui était affichée à 168 000 euros. Voilà. J'ai réussi à la négocier, de 10 000 euros, donc je l'ai eu à 158 000 euros. Ouais. Et concernant les travaux, alors c'est une maison de 140 mètres carrés Mmh. que j'ai acheté. Donc c'est une maison avec 2 garages, donc j'ai supprimé un garage pour augmenter la surface habitable. Et donc maintenant la surface habitable est environ de 170-180 mètres carrés. Ça me permet de faire plus d'appartements. Voilà, donc ça Mmh. c'est cool. Et j'en ai à peu près pour 30-35 000 euros de travaux.
Voilà. Ce qui est Pour correct. ce qui est très correct, même pas cher, je trouve, parce que du coup, il y a toute la refonte de l'électricité pour tous les 3 appartements. Il y a la maçonnerie, la démolition, la plomberie. Voilà. Et après, moi, je me garde tout ce qui est petites œuvres, c'est-à-dire voilà, la peinture, le carrelage, etc., etc. Ouais. Voilà. Ouais, c'est vraiment pas cher, hein, Non. 35. Non. T'as trouvé direct les artisans ou t'as galéré un petit moment avant de les trouver? J'ai un peu galéré au niveau de l'électricien. Alors, le premier artisan, c'était plutôt simple puisque c'était un ami de mon père qui travaille, qui fait de la maçonnerie et de la plomberie. Donc ça, c'était plutôt simple. Pareil, j'ai fait la même chose que concernant les constructeurs. J'ai demandé à cet artisan s'il connaissait un électricien qui travaillait bien et qui était efficace. Il m'a recommandé un premier électricien, sauf que cet électricien, il m'avait prévenu, il était un peu lent, il parlait beaucoup, il était un peu âgé. Du coup, je lui ai fait confiance. J'ai commencé à faire des devis avec lui et du jour au lendemain, il m'a plus calculé parce qu'il a eu des problèmes personnels. Donc, j'ai un peu galéré à trouver son remplaçant. Et finalement, mon artisan m'a recommandé un nouvel électricien. Et avec ce nouvel électricien, ça se passe très bien. Je trouve que il travaille bien, il est efficace, il est très réactif. Et il est disponible, c'est-à-dire que quand je l'appelle, il répond. Donc ça, c'est très rare pour des artisans. Donc pour les deux, je, je suis très content des 2 artisans que j'ai sélectionnés. Ouais. Et ça se passe très bien en ce moment. Les travaux sont en cours. Et là, même avant de faire cet enregistrement, j'étais en ligne avec l'électricien pour régler les derniers détails. Donc voilà, la communication passe très très bien. Donc je suis très très content. Ouais, c'est important. C'est hyper important. Ouais. Et j'allais dire, en termes de revenus locatifs et de cash flow éventuel, quel est ton prévisionnel par rapport à Alors, le prévisionnel, on va commencer par les charges. J'ai des charges, j'ai une mensualité de 950 € pour un financement à 170 000 €. Voilà, donc voilà, j'ai eu un financement sur 25 ans, du coup. sur 25 ans, ouais, avec un taux à 3,9%. Donc voilà. Ouais. Et concernant les revenus locatifs, du coup, je vais faire 3 appartements. Je vais habiter dans un des appartements. Je vais louer un T4 et un studio. Donc le T4 plus le studio, si je le loue en location meublée classique, j'en ai pour 1200 €. Voilà, 1200 €. Okay. Donc même en louant 2 appartements sur 3, et bien du coup ça couvre ma mensualité et j'arrive aussi à avoir un petit cash flow. Voilà. Mais l'objectif, c'est que dès que j'emménage, c'est de réenchaîner avec un nouveau projet et d'enchaîner pour pouvoir atteindre mon objectif rapidement, quoi. Donc voilà. Ouais. Oui, et qu'en attendant, tu vas vivre gratuitement dans cette maison. Exactement. C'est déjà énorme de remplacer complètement son loyer Complètement. en étant chez soi et en ne payant rien du tout. C'est ça. C'est les locataires qui vont payer ma mensualité, voire plus. Donc ça, c'est très positif. Et dès que j'enchaînerai sur un deuxième, voire une troisième opération, du coup, l'appartement dans lequel je serai, je vais aussi le louer. Et je vais le louer 600 €. Donc ça me fera un cash flow de 800 € une fois que les 3 appartements sont loués. Donc ça, c'est si je loue en location meublée. J'ai quand même envie de tester la location courte durée pour le petit studio, parce que du coup, voilà, c'est tentant quand même de la location courte durée quand on entend ce qui se passe au niveau de la location courte durée. Donc je vais tester la location courte durée sur le petit sur le studio. Donc voilà, c'est 200 € de cash flow minimum. Voilà. Minimum. Ok. C'est génial. C'est super pour une première opération et c'est super aussi pour la localisation parce que t'es quand même dans un bon secteur aussi, donc c'est bien de pouvoir faire ce cash flow là avec ce secteur et de pouvoir faire du cash flow alors que t'habites dedans. Ça c'est juste monstrueux, quoi. C'est le faire du siècle. Et du coup, alors je veux qu'on revienne un petit peu sur le financement, mais d'abord j'aimerais bien comprendre au niveau de la division. Est-ce que tu as eu besoin de demander des autorisations à la mairie? Le fait d'avoir supprimé un garage, est-ce que justement ça va poser des problèmes? Parce que je sais qu'il y a pas mal de secteurs où justement la division est très compliquée, voire impossible, où justement ils demandent des créations de stationnements supplémentaires avant de pouvoir diviser. Donc comment est-ce que tu t'y es pris à ce niveau-là? Sujet très sensible et très récent. Parce que du coup, en fait, comme je l'expliquais, j'avais 2 garages et je voulais supprimer un garage pour pouvoir y implanter ma chambre.
Donc en fait, j'ai une porte de garage que je veux supprimer, que je veux remplacer par une fenêtre classique. Donc si on touche en fait à la devanture, à la façade de la maison, on est obligé de faire des demandes auprès de l'urbanisme. Donc j'ai fait une déclaration préalable à ce niveau-là. Et la semaine dernière, j'ai reçu un petit recommandé pour me dire que l'urbanisme s'oppose à ma demande, tout simplement parce qu'effectivement, je supprimais une place de parking. Sauf qu'ils ils ont pas bien fait leur travail, puisque s'ils avaient regardé derrière ce garage, il y en avait un deuxième. Et donc, je les ai rappelés en disant, je comprends pas votre opposition, parce que du coup, vous dites que je supprime un stationnement, alors qu'il y en avait déjà un deuxième, et le deuxième, c'est celui que j'utilise réellement, quoi. Et donc, du coup, ils se sont retrouvés un peu bêtes. Et très vite, ils m'ont dit, refaites-moi une deuxième demande et on verra. Donc voilà, donc à ce niveau-là, je pense que pour cette déclaration préalable, ça va passer. Et concernant la division des autres appartements, je m'étais positionné avant de trouver ce premier bien, je m'étais positionné sur une autre maison de ville, sur lequel je voulais faire 5 appartements. Malheureusement, le financement n'est pas passé parce que j'ai vu un peu trop gros, je pense. Et j'avais fait venir l'urbanisme, j'avais posé des questions et vu que autour du bien, j'étais en plein centre-ville, je n'avais pas la possibilité de créer des places de parking. Donc il m'avait dit faites une dérogation et du coup vous allez pouvoir créer vos appartements sans problème. Donc moi je me suis fié à ce qu'il m'a dit et j'ai fait la même chose sur le bien que j'ai acheté très récemment. Donc voilà. Donc là je suis en négociation pour cette partie-là. Normalement ça ne devrait pas poser de problème. Ouais, donc c'est vrai que c'est très important quand même de faire un point avec l'urbanisme avant de se positionner sur ce genre de projet, parce qu'on peut tomber sur des communes qui nous disent non. Là, par contre, même s'il y a du stationnement autour du stationnement public, on refuse complètement la création de logements. Donc, c'est hyper important de le voir avant. Après, ça n'empêche qu'il peut y avoir des discussions quand même derrière, mais tu as bien fait de premièrement quand même faire un point avec l'urbanisme. Ouais. C'est important, ouais. Ouais, c'est ça, c'est que dès qu'on trouve la maison, il faut quand même étudier un peu avant de se positionner. Donc, j'ai fait l'étude de marché pour valider effectivement que le projet était viable en termes de tout, en termes de demande locative, en termes de tout. Et comme je savais que c'était un projet, grâce à la formation, je savais que c'était un point sur lequel il fallait que je porte mon attention. Et donc, très vite, je suis allé voir l'urbanisme, même avant de faire l'offre, pour leur poser des questions, pour voir ce qui était possible de faire. Et tous les feux étaient ouverts, donc j'ai foncé. Génial. Et pour la partie financement, du coup, comment est-ce que tu t'y es pris? Parce que du coup, c'est un projet donc RP plus locatif. Donc, comment est-ce que tu l'as présenté à la banque? Est-ce que tu l'as présenté en full locatif? Est-ce que tu l'as présenté en RP? Est-ce qu'ils ont pris en compte les deux? Parce que je sais qu'il y a des banques qui, quand tu dis que tu vas habiter dans une partie, louer le reste, ils ne le voient peut-être pas forcément comme ça. Donc comment tu t'y es pris, et est-ce que du coup le fait d'avoir fait l'opération en amont avec ta famille, est-ce que ça a impacté ta capacité d'emprunt, ou est-ce que la banque a décidé de ne pas le regarder? Alors, sujet sensible encore. Sujet sensible parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. En fait, pour l'achat de cette maison, j'ai appris un peu de mes erreurs. C'est-à-dire que je vous avais dit que je m'étais positionné sur un premier bien. Donc sur le premier bien, ce que j'avais fait pour vraiment, comme je savais qu'il y avait la partie SCI qui pouvait me bloquer, donc j'ai maximisé mes chances d'avoir le financement. Donc en plus du travail que j'ai actuellement, j'ai pris un deuxième emploi pour avoir encore plus de revenus et pour réduire mon endettement au minimum. Donc voilà. T'avais deux tafs. J'avais 2 CDI, donc j'ai pas choisi la facilité parce que je suis parti travailler au McDo. Donc je faisais des journées à rallonge. Je commençais à 8h le matin avec mon premier travail, et il y a des soirs où je finissais à minuit, quoi. Donc c'était de très grosses journées, et je travaillais ça dur sur 7. Donc voilà, c'était un sacrifice que j'ai décidé de faire pour atteindre mes objectifs, quoi. Donc voilà, on parle souvent de charbonner. Là, c'était le cas. Là, t'as charbonné. Exactement. Et donc, malgré le fait d'avoir ce second emploi, c'est pas passé auprès de la banque pour le premier projet. Et donc, pour le deuxième, je me suis dit, ok, je vais passer par un courtier qui pourrait m'accompagner et qui pourrait me faciliter le travail pour l'obtention du financement. Et donc, pour répondre à ta question, le dossier a été monté en tant que résidence principale, vraiment pour avoir les 25 ans. Voilà.
Et on a Ok. réussi quand même à prendre en compte, comme on avait dit que c'était aussi c'était un bien où il y allait avoir du locatif. On a dit qu'on allait diviser seulement en 2 appartements et le deuxième appartement, on avait dit que c'était un T4 et j'ai amené une valeur locative de 750 € ou 800 €, qui m'a permis aussi d'augmenter ma capacité d'emprunt et de réduire aussi par conséquence mon endettement. Voilà. Et donc, Ok. c'est passé en résidence principale à 25 ans. Ok. Ok. Parce que du coup, Voilà. enfin, réellement présenter le projet comme 3 logements, ça passait pas. Enfin, il y avait une Ça passait raison pas pour en laquelle? 20 ans. Ça aurait pu passer, En 25 ans. en En 20 20 ans, ans, mais pas en en 25. 20 ans, mais pas Ouais. en 25 ans. Et vu que je voulais D'accord. vraiment la mensualité la plus basse, je me suis dit, OK, bon, bah, peut-être à 25 ans, ça peut quand même passer. Et bah, forcément, si j'ai 3 appartements, c'est que du plus et j'aurais, j'aurais, j'aurais de toute façon la mensualité la plus basse vu que je pars sur un financement à 25 ans. Ouais. Donc D'accord. tout est calculé, Oui, hein. donc Ouais, ouais, c'est non, top, mais c'est c'est hyper intéressant. intéressant parce que Ouais, du coup, c'est ce qu'on dit aussi souvent, enfin, pendant l'accompagnement, c'est que tu adaptes aussi un petit peu ton discours par rapport à soit ce que tu souhaites mmh, atteindre. Tu aurais pu aussi dire que voilà, il n'y avait pas du tout de logement et avoir 25 ans, mais du coup, il n'y aurait pas eu les revenus locatifs. Donc, c'est faire un petit peu des scénarios en se disant, bon, ben exactement. voilà, la réalité, c'est ça, c'est que je vais avoir 3 logements. Moi, je sais ce que ça va me rapporter. Je sais ce qu'il faut que ça me coûte du coup auprès de la banque en termes de mensualité. Donc, je fais Mmh, un petit peu mes calculs comme ça. Donc, je me souviens de ce tiraillement, un petit peu de cette réflexion autour de ça. Mais au final, tu as obtenu ce que tu souhaitais et tu t'es aussi donné grave les moyens d'y arriver. Donc, c'est vrai que pour ça, on te l'avait dit plein de fois, mais encore bravo Ouais. d'avoir persévéré autant, d'avoir mis mmh, des choses en place. Et c'est vrai que bah, du coup, c'est pas réellement du coup le job au McDo qui t'a permis d'avoir le financement, mais tu dirais que ça t'a apporté quoi de plus? Donc, tu as pu constituer plus d'apports. ouais, complètement, Ça t'a forgé aussi énormément, je pense, cette année-là. complètement. T'as appris Ouais, ouais. énormément de choses sur toi aussi, sur toi-même. Bah, oui, bah, en fait, le truc, c'est que comme je vous l'ai dit, bah, j'ai fait des sacrifices. Bon, bah, j'ai choisi de déménager, alors que j'aurais pu rester à Paris. J'ai choisi de déménager Mhm. pour atteindre cet objectif-là. Donc, voilà, il y a de gros sacrifices qui ont été faits. Et après, bah, voilà, il y a un point sur lequel je voulais parler, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup de oui, gagner, enfin, l'objectif de tout le monde, c'est de gagner plus. Ok, ça, c'est l'objectif de chacun. Ce qu'il faut aussi ne pas oublier, c'est que le plus important, c'est vraiment ce qui te reste à la fin du mois et le reste, bah, le reste à vivre entre guillemets. Mhm. Donc moi, c'est vraiment un point sur lequel j'ai apporté beaucoup d'importance et donc j'ai réduit vraiment au minimum mes dépenses, c'est-à-dire que bah, je savais que j'avais beaucoup de charges au niveau de l'assurance de ma voiture, de l'essence, etc., du parking, etc., etc. Donc quand j'ai décidé de déménager, j'ai fait une mutation et j'ai fait un changement de poste et j'ai pris un poste qui m'a permis d'avoir une voiture de fonction. Donc déjà rien que Mhm. ça m'a permis de faire d'énormes économies. Pareil, bah, quand j'ai décidé de descendre de Paris dans le sud de la France, bah, je me suis dit que c'était contre-productif de prendre une location et de prendre une location en attendant d'acheter la maison. Donc j'ai fait ce sacrifice aussi de revenir retourner vivre chez mes parents. Donc Mhm. forcément, quand on n'a plus de voiture, quand on n'a plus de loyer, quand on n'a plus de quasiment plus de bouffe à payer, quand on est nourri, quand on est logé, nourri, blanchi, forcément on fait d'énormes économies, surtout quand on a 2 Ouais. emplois. Donc voilà, ça m'a permis de constituer 20-30 000 € d'apport en très peu de temps, quoi. Voilà. Ouais. Sachant que Ouais. j'avais lâché pas mal, plusieurs dizaines de milliers d'euros avec le premier projet, il a fallu que je reconstitue très vite un apport. Donc le fait de travailler Mhm. chez McDo, ça m'a grandement aidé. Ça t'a beaucoup aidé, ouais. 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 Ouais, c'est. Et du coup, ben, c'est vrai que t'avais pas, enfin, t'avais pas vraiment de blocage par rapport à ça. Tu t'es dit, je sais ce que je veux, donc je sais aussi ce que je dois mettre en place personnellement pour arriver à ça. Mais tu dirais que l'accompagnement que tu as fait avec nous, qu'est-ce qui t'a apporté de plus? Est-ce que c'est du coup en termes de connaissances? Qu'est-ce qui t'a poussé du coup à quand même pouvoir faire ce projet-là? Bah, en fait, dans tout ce qu'on dit, il y a une constante qui est importante de signaler, c'est le temps. C'est-à-dire que, bah, on a toujours, chaque chose prend du temps, Mhm. notamment pour son exécution, mais il y a certaines choses où on a besoin de coups d'accélération.
Et en fait, l'accompagnement, c'est un sacré coup d'accélérateur puisque du coup, vous nous donnez en fait des informations clés pour pas qu'on perde de temps. Et surtout, tu parlais de peur tout à l'heure également. C'est-à-dire que toutes les craintes qu'on peut avoir concernant l'immobilier, eh bien, en passant par l'accompagnement, du coup, tous ces risques-là, ils ont été identifiés au préalable par vous. Donc, ça ne devient plus des risques, ça ne devient plus des dangers, ça devient juste des péripéties qu'on peut envisager, j'ai perdu le terme, mais qu'on peut, que tu peux surmonter, dépasser. on peut surmonter très rapidement vu qu'on a la solution. Et donc, forcément, quand on sait ça, on est plus serein et on avance beaucoup plus vite, quoi. Donc voilà, vous apportez vraiment un processus, un process. Donc, forcément, si on suit ça, on fait moins d'erreurs. Et si on fait moins d'erreurs, on va beaucoup plus vite. Excellent, j'adore. Non, mais c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense pas forcément. Enfin, on a tendance à vouloir tout faire soi-même parce qu'on va y arriver. Je pense qu'il y a plein de gens qui peuvent aussi y arriver tout seuls, mais c'est vrai que se faire accompagner ou se former, c'est un gain de temps énorme et le temps, c'est de l'argent. Donc, le temps, c'est de l'argent. Ouais, complètement. c'est clair. C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu dirais, toi, aux personnes qui hésitent encore à se lancer et qui ont peur, par exemple, de se tromper, d'acheter le mauvais bien, qui hésitent encore, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça? Qu'est-ce que tu dirais à toutes les personnes qui ont envie de se lancer, mais ou qu'est-ce que tu dirais aux Ellie d'il y a 4 ans qui doutaient encore, peut-être, et qui attendaient avant de se lancer? Qu'à chaque problème, il y a une solution. Avant, il y a des millions de personnes qui sont aussi passées par là au niveau de l'investissement immobilier. Et forcément, les problèmes que je vais potentiellement rencontrer, eh bien, d'autres personnes l'ont rencontré avant moi. Donc, il y a des solutions. Donc, comme je l'ai dit, il n'y a pas de quoi avoir peur vu que tout a déjà été vu et corrigé. Donc, voilà, il n'y a plus qu'à se lancer et à se lancer, à se jeter dans le grand bain, quoi. Il n'y a rien qui est insurmontable de toute façon. Il n'y a rien qui est insurmontable. Non. Soit tu apprends sur le tas, soit tu t'entoures. C'est juste des barrières qui sautent très rapidement quand, en fait, le plus important, c'est d'écouter, en fait, les personnes qui savent. Et quand tu écoutes les personnes qui savent, forcément, t'as de plus en plus confiance. Quand t'as de plus en plus confiance, forcément, tes craintes disparaissent au fur et à mesure. Et t'as plus de raison de ne pas te lancer, en fait. Donc, si t'as plus de raison de ne pas te lancer, c'est parti, quoi. Il faut y aller. J'aurais pas dit mieux, c'est clair. J'adore. Coach mindset. Let's go. Non, mais c'est très bien dit. Et c'est vrai que l'investissement immobilier, comme tout, comme la vie en général, il y a beaucoup de hauts et de bas, mais c'est clair que, comme tu dis, rien n'est insurmontable. Tant que tu gardes vraiment en tête, et toi, depuis toujours, tu as cette chose qui te guide de te dire, je veux surtout pas regretter quoi que ce soit, je veux surtout pouvoir vivre la vie que je veux, mais du coup c'est quoi et de quoi j'ai besoin pour ça, et ce plan d'action et cette ligne directrice que tu as en tête, je pense que tant que tu l'as et que tu la lâches pas, tu peux tout surmonter. Et oui, il y aura des moments où tu es un peu plus fatigué, où tu en as marre, où tu es un peu plus lent au truc, mais tant que tu gardes ça, je pense que tu trouves toujours une solution et tu y arrives, et clairement t'en es un des exemples parfaits de cette persévérance-là. Donc, encore une fois, bravo pour ces beaux projets. Il y a aussi quelque chose que je dis souvent aussi aux personnes que j'accompagne, vu que maintenant je suis coach chez Selling Sister, c'est que certes, au début, c'est dur, mais il faut voir. J'aime bien une métaphore qui est une métaphore qui est assez imagée. C'est-à-dire que quand vous recherchez des biens ou quand vous vous lancez dans l'investissement immobilier, du coup, c'est dur. Il y a des choses qui vont marcher, d'autres moins. Mais c'est comme si vous plantez des petites graines au fur et à mesure sur votre parcours. Vous plantez. Certaines ne vont pas germer. Et il y en a peut-être une ou deux qui vont germer, mais dès que ça germe, là, il faut vraiment l'entretenir, il faut vraiment l'arroser, l'ensoleiller. Et une fois que cette graine germe, elle va pousser et devenir un magnifique arbre à cage, quoi. Donc voilà, il faut y aller et ne pas désespérer. C'est vraiment la métaphore que je donne aux coachés pour qu'ils aient toujours cette motivation et qu'ils ne perdent pas espoir. Ouais, c'est clair. Il faut avoir la foi. Et justement, je trouve que du coup, ça me fait penser à un truc que mon père me disait tout le temps. C'est l'anecdote de Steve Jobs qui a pris des cours de calligraphie alors que il étudiait, c'était pas du tout son domaine, quoi, mais il a pris au pif un cours de calligraphie. Et en fait, c'est ça qui a fait que quand il a créé Apple,
les MacBooks, c'était les premiers ordinateurs qui avaient des polices différentes. Et donc, tout ça pour dire que, en gros, c'est comme tu dis, c'est tu sèmes un peu des graines, tu plantes des choses, tu fais des actions qui, peut-être en premier lieu, n'ont pas d'impact immédiat sur ce que tu fais, mais à terme, ça va grandir, ça va pousser et ça va forcément t'amener quelque part. Ouais. Et rien n'est fait pour rien, quoi. Ouais, rien n'est fait pour c'est ça. Absolument. Donc, c'est ça, c'est que regardez, par exemple, là, j'ai commencé à semer en 2021. Et là, début 2024, je serai propriétaire de 5 maisons, quoi. 5 appartements, 5 biens. Je passe de 0 à 5 d'un coup. Donc bon. C'est incroyable. C'est incroyable, c'est incroyable. Ouais. Donc, le chemin, en tout cas, est magnifique aussi, quoi. Je pense qu'il faut apprécier aussi tout ce process-là. Ouais. En tout cas, merci beaucoup Ellie pour ce partage parce que je pense que c'est hyper ça va être pour pas mal de monde. Ça va être très motivant et on a hâte de pouvoir partager ton expérience avec les auditeurs. Donc merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé, merci pour avec grand plaisir. Le partage. Et on te retrouve très bientôt dans l'accompagnement Sealing. Ouais, merci beaucoup à toi. Salut. Merci d'avoir passé ce moment à nos côtés. On espère que vous avez trouvé l'échange du jour inspirant et qui vous a donné l'énergie nécessaire pour, à votre tour, passer à l'action dans vos projets. Si cet échange vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à vous abonner à ce podcast pour ne louper aucun épisode. Dites-nous en commentaire quel invité ou quel sujet vous aimeriez entendre une prochaine fois. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez retrouver nos tips IMO et Mindset au quotidien sur Instagram et sur YouTube en tapant Sealing Sisters dans la barre de recherche. À la semaine prochaine!